Salut à toi, ici Fabien et je suis en joie de te partager ce nouvel épisode de la playlist À cœur ouvert. Pourquoi je suis en joie? Parce que c'est l'opportunité de te montrer, de te partager des entrevues, des échanges, des discussions à cœur ouvert avec des personnes qui connaissent leur type énéagramme et qui nous en parlent publiquement, qui se dévoilent et qui partagent de leur vie, leur perception, toutes les nuances possibles et imaginables du modèle de l'énéagramme, histoire de s'ouvrir le cœur, de s'ouvrir l'esprit, de s'ouvrir l'âme à l'altérité, au vivant tel qu'il est, au-delà du modèle théorique pur. Et ça a beaucoup de richesse, je trouve, et ça va amener vraiment beaucoup de nuances et de souplesse dans le modèle. Donc, je te laisse avec l'invité du jour après le générique. Bienvenue Clara dans cette discussion à cœur ouvert. Je suis content de t'accueillir pour discuter un petit peu d'énéagramme. Je suis contente aussi. Je vais commencer par une question pas du tout attendue. C'est tout bêtement déjà, raconte-moi un petit peu ton parcours, ta rencontre déjà avec l'énéagramme, le contexte, quand c'est arrivé, comment ça a été vécu pour toi. Alors, moi, j'ai découvert le néagramme, j'étais en terminale ou en première, fin lycée. C'était ma mère qui m'avait donné un livre de Sandra Métry, Les 9 visages de l'âme à lire, qu'elle avait lu elle-même, et donc qui présente le néagramme, qui est une porte ouverte dessus. Et voilà, je m'intéressais, je pense, déjà à cette époque, pas mal à tout ce qui était psychologie. Et donc voilà, j'ai lu ce livre. Il y avait un chapitre par énéatype. Le 5 arrivait plutôt vers la fin dans l'ordre qu'elle avait choisi. Et donc au début, un peu par défaut, je me disais, tiens, je ressemble au 1. Et c'est vrai que je considère quand même que j'ai des points communs avec les 1. Mais bon, ça n'allait pas vraiment sur tout. Je m'y reconnaissais un peu plus que dans les autres, mais sans plus. Et puis, je suis arrivée au chapitre 5 qui avait vraiment été une claque et qui me parlait tellement sur tellement de choses. Les points où ça me parlait un peu moins, ce n'étaient pas des points structuraux du 5, ce n'étaient pas des points nécessaires pour caractériser un 5, mais dans l'ensemble, ça me parlait sur quasiment tout. Et ouais, et ça a été une claque de découvrir à ce moment-là que je n'étais pas la seule à fonctionner ainsi, que forcément, si quelqu'un qui m'avait jamais vu pouvait décrire autant de choses précises sur moi, c'est qu'il y en avait d'autres. Et ça, c'était déjà une grande surprise. Ah ouais? Un changement de paradigme intellectuel. Et puis après, voir que si on pouvait deviner autant de choses sur moi à travers le chapitre 5, qu'est-ce qu'on pouvait éventuellement deviner sur d'autres humains avec les autres chapitres, voir la puissance potentielle de compréhension des autres du truc, ça m'a fascinée. Et j'ai creusé le modèle après, j'ai lu plein d'autres livres. Voilà. Ok. Parce qu'avant, tu te sentais seule dans ce fonctionnement, enfin, tu te disais, je suis la seule à fonctionner comme ça, ou tu te posais même pas la question? Je pense que je me disais confusément, mais j'avais pas la façon de raisonner de l'énéagramme de toute manière, mais je me disais à ma manière, ouais, je me sens un peu seule à fonctionner comme je suis. Peut-être que des fois, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont des fonctionnements communs entre eux, et moi, j'ai jamais vu ou observé, mais j'avais pas vu grand monde. Et puis peut-être que j'avais croisé des 5, mais de tellement loin que je pouvais pas identifier, etc. Mais voilà, il n'y avait pas de 5 dans mon entourage proche, à ma connaissance. À cette époque, il n'y en avait pas. Bref. Et ouais, j'avais l'impression d'avoir un fonctionnement très, très atypique et que ça, je sais pas, mais c'était une de mes croyances sur moi. C'était pas forcément grave ou quoi, même si j'aurais pu aimer avoir quelqu'un à qui m'identifier un peu plus, mais j'avais vraiment cette croyance en tout cas. Et découvrir que je me trompais là-dessus, c'était vraiment une surprise. Ouais. Et donc toi, il a suffi d'un bouquin et d'un chapitre pour arriver à une forme de, enfin, certitude, je sais pas, mais à un moment où ça percute en tout cas, et où tu fais, waouh, ok, ok, ça me Ah, mais parle. les phrases faisaient vraiment mouche sur beaucoup de choses, hein, sur les points clés de la structure du 5. Parce qu'en plus, c'était une période de ma vie, je pense, où j'étais pas hyper intégrée, donc je devais bien refléter le natif 5, quoi. Et, Hmm. et voir que quelqu'un me connaissait sans me connaître à ce point, ça m'a stupéfiée, ouais.
Mais donc, tu n'étais peut-être pas très intégré, mais suffisamment lucide pour quand même voir les traits. Parce que si tu es, si t'es fortement désintégré et que tu lis la description de ton type, tu vas dire, ah non, non, moi je suis pas comme ça. Oui, j'étais suffisamment lucide. Après, comment dire, je savais que tout ça était vrai sur moi, mais je savais pas forcément à quel point. Même en lisant le chapitre, tu vois, Ouais. j'avais pas forcément conscience de l'étendue par exemple, du fait que, enfin, du degré auquel j'étais concernée, par exemple, par l'évitement du vide intérieur. Je pensais que peut-être, déjà, je comprenais pas très bien ce qu'il voulait dire dans ce bouquin à ce moment-là, le vide intérieur, mais je sentais que tout ça était juste, mais je mesurais pas forcément à quel point. Ouais, ok. Et après, quand tu as creusé, du coup, tu as trouvé plus de finesse ou tu t'es reconnu, enfin, une fois que tu as vu ça, que tu as vu la carte de l'énéagramme, ça a changé quoi, toi, non? Enfin, tu t'es vu faire, tu as eu, ça, ça a eu, qu'est-ce que ça a fait pour toi de rajouter cette paire de lunettes sur la tête? Bah, ça m'a fait, en bonne 5 qui aime théoriser, ça m'a fait lire plein de trucs sur le sujet. Essayer de comprendre d'abord aussi beaucoup le monde extérieur, donc les autres néatypes aussi, peut-être autant voire plus que le mien. Hmm. Euh, ça m'a, ouais, et ça m'a donné aussi plus d'empathie pour les défauts entre guillemets des autres néatypes. Je me suis rendu compte que c'était le miroir de mes défauts entre guillemets à moi en tant que 5, ce qui n'était pas une évidence. Enfin, quand on voit par exemple un 8 être dans l'excès, on se dit pas, tiens, c'est un peu comme moi quand je me replie. A priori, pour moi, c'était beaucoup moins gênant que moi je me replie qu'un 8 soit dans l'excès, par exemple. Hmm. Euh, Ouais. il commettait un crime beaucoup plus grave. Enfin, et bon, après, ça dépend des excès. Il y en a qui sont effectivement peut-être plus graves, mais enfin voilà. Et ça m'a fait comprendre que, ouais, que malgré tout, on était tous un peu aux prises avec les mêmes choses, mais ça se manifestait pas pareil. Et j'ai eu quand même plus d'empathie pour les autres. Hmm. Ouais. Et Et est-ce que du coup, ça t'a fait voir des choses de toi là que tu as envie de partager sur, je sais pas, pour comprendre justement la structure d'un 5, est-ce que tu as des trucs déjà spontanément qui te viennent, des exemples, des mécanismes? quel mécanisme de sang que j'ai identifié chez moi? Ouais, par exemple. Donc, par exemple, eh bien, d'abord, la problématique du 5 qui est d'avoir peur du monde extérieur, d'avoir peur d'être incapable de faire face au monde extérieur. C'était d'abord ça ça me parlait beaucoup, ça m'a toujours caractérisé, peut-être un peu moins aujourd'hui qu'hier, mais je dirais pas qu'aujourd'hui c'est totalement éliminé. Et voilà, j'ai toujours eu cette peur-là et j'ai toujours eu la croyance associée que c'était par la connaissance que j'allais m'en sortir ou que j'avais une chance de m'en sortir, qu'il fallait toujours plus de connaissances et que c'était ça la voie. Parce que je crois qu'il y a ces deux choses-là dans la logique du 5. D'abord la peur du monde extérieur et ensuite la croyance quand même que c'est la connaissance la solution. Hmm. Et la connaissance théorique, dans un premier temps en tout cas. Et donc moi j'étais totalement dans ce schéma où je me disais ouais je vais étudier. J'ai étudié d'ailleurs pas mal de choses. Et et je pensais que c'était comme ça que j'allais comprendre comment tout marchait et du coup pouvoir m'adapter efficacement au monde. Et, et donc c'est vraiment, voilà, j'ai vraiment raisonné comme une 5 par rapport à une peur fonda qui était une peur d'une 5. Et avec les pièges qui sont souvent associés, qui sont de toujours considérer qu'on n'en sait jamais assez et donc de retarder l'entrée dans le monde réel, alors qu'à un moment, ce qui nous manque, c'est justement la connaissance du monde réel et c'est justement l'expérience qui va nous apporter ce qui nous manque. Et j'ai été concernée par ce schéma, j'ai retardé pas mal de choses. Après, je regrette pas forcément, mais c'est vrai que j'ai été concernée par ce schéma en même temps. Ok. Je vais revenir sur ce que tu as dit juste avant, sur la peur du monde extérieur. Ça se traduisait comment pour toi? Bah, par l'idée qu'il fallait que je me
il y avait plein de choses. Par exemple, les relations amoureuses, j'en voulais pas. C'était du monde extérieur. Enfin, j'en avais peur. J'en voulais un peu. Des fois, il y avait des gars qui me plaisaient, mais j'en avais plus peur qu'envie. Et j'ai raisonné en mode, bah, je vais voir plein de psychologie sur les couples, je vais écouter plein d'émissions qui parlent de ça, il y en avait. Je vais d'abord vraiment me faire une carte avant de me lancer, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Ok, d'accord. Ouais, Et- les relations de couple, enfin, dangereux, je sais pas, mais en tout cas, c'est inconnu, c'est quelque chose que je maîtrise pas, j'en ai peur. Du coup, je vais aller mapper le sujet en reconnaissance avant d'y aller, c'est ça l'idée? Exact. Et j'ai fait ça pour le couple, mais je raisonnais comme ça sur le plan pro aussi. Bon, sur le plan pro, c'est quand même préférable de se former avant de foncer, mais voilà, j'étais peut-être un peu dans l'excès quand même sur le besoin de formation. Euh, Même sur le plan couple, hein, je dirais que c'était pas si idiot ce que j'ai fait, mais je pense qu'à chaque fois, j'étais vraiment avec quand même une peur disproportionnée, une croyance disproportionnée que c'était par la théorie que j'allais m'en sortir, quoi. Même si tout ça n'était pas totalement faux, je dirais quand même. Mais bon. Qu'est-ce qui te fait dire que c'était disproportionné là aujourd'hui? Euh, parce que je sais pas, quand je me suis lancée en relation de couple, bon, le premier couple n'était pas une réussite, mais je suis pas sûre qu'avoir lu 3 bouquins de plus m'aurait sauvée, tu vois, et enfin Ouais. aurait fait que ça se passe mieux. Et, et puis le deuxième couple a très bien fonctionné dans l'ensemble, donc et j'avais pas, je pense que ça m'a un peu aidé tout ce que j'ai écouté, lu, machin, mais au fond pas tant que ça, pas autant que je l'imaginais et oui, avec le recul, on apprend aussi beaucoup sur le tas, que ce soit professionnellement, que ce soit en amour, que ce soit. Enfin, on apprend vraiment beaucoup sur le tas. Donc, Hmm. bon. Et est-ce que tu dirais du coup là, avec l'historique que tu as, que le 5, il a cette tendance du coup à surmentaliser pour enrichir sa carte du monde. Et en fait, Ouais. quand tu es dans le vif quand tu es dans les tranchées, quand tu es dans le monde réel, tu réalises que ta carte, ben merde, en fait, elle est pas si pertinente que ça, enfin pas autant que ce que tu avais imaginé au regard de l'effort investi. Oui, oui, clairement. Est-ce que du coup, enfin, avec ces conscientisations-là, ça a changé ton rapport aux cartes, ton rapport au mental? Oui, je sens qu'aujourd'hui, même si j'aime toujours parfois le faire, et c'est pas grave, je continuerai sans doute, c'est pas grave, mais je sens que je suis quand même plus détendue avec mon côté oh là là, il faut que je lise ça avant d'être légitime à faire quoi que ce soit. Ouais. Et oh mon Dieu, si je l'ai pas fait quand même, j'ai un vrai problème. Et donc, je vais rien faire du tout dans le réel tant que j'ai pas fait ça. Et comme je mets du temps à faire ça, bah, je fais rien tout court. Et ce mécanisme-là, il est beaucoup moins présent. Je suis moins inhibée par le fait de pas avoir tout lu tout le temps, quoi. Et ouais, et maintenant, ça me fait beaucoup plus rire quand je vois que je fonctionne comme ça. Je me détends plus vite quand même. Ouais. Ce qui est comment dire, ce qui est une approche vis-à-vis de soi que je trouve très saine et dont je parle souvent. C'est si ça te détend, c'est que t'es, je pense, dans enfin, bonne direction. Ça veut rien dire, mais c'est que c'est que ça a du sens. Si tu as ce rapport de détente où tu sais en rigoler et te marrer de ton ego, ouais, c'est plutôt bon signe, quoi. Ouais, j'espère. Et là, je voulais revenir sur l'histoire des cartes. Ouais, c'est ça. Je suis curieux que tu nous parles de ce, à quel point tu peux te préparer pour le réel. Enfin, est-ce que tu as un exemple, une anecdote, un domaine dans lequel tu as voulu, j'en sais rien, te creuser, que ça soit en sport, tu parlais de relations ou de pro, ça peut être ça ou ça peut être autre chose. Est-ce qu'il y a un exemple que tu as envie de partager dans lequel il y a eu un certain delta, un certain temps entre la préparation et le réel qui est genre peut-être, je sais pas, démesuré, qui est énorme et que tu pourrais nous partager? Ouais, enfin, j'ai plusieurs exemples, mais je pense que ouais, la relation amoureuse, c'est un bon exemple parce que j'ai quand même attendu d'avoir 20, 21 ans avant de commencer à être prête à aller dans le réel. Euh, je pense que c'était long, après, je sais pas, ça reste subjectif, mais par ailleurs, je crois que j'avais très envie et très besoin de vivre une belle histoire d'amour. Donc, c'est par rapport à ce contexte où j'avais cette envie, ce besoin-là, je pense que c'est long, du coup, 20, 21 ans. Et si j'en avais eu rien à faire, peut-être que ça aurait pas été long, Ça dépend à partir de quel mais âge tu as commencé à lire dessus.
Euh, euh, Moi, j'ai pas tellement lu. J'ai beaucoup écouté des émissions par rapport à la question de la relation amoureuse. Le Nagram, j'ai beaucoup lu, mais par rapport aux questions amoureuses, je me suis plus documentée. Alors, en fait, c'était plein de choses. Si, j'ai quand même lu pas mal de littérature de livres littéraires, parce que j'étais littéraire, qui pouvaient parler de ce thème. Mais j'ai beaucoup écouté des émissions comme Ça commence aujourd'hui, comme Toute une histoire, je ne sais pas si tu connais, qui étaient des émissions télé où plein de gens venaient raconter leur vie et c'était plein de sujets psy qui étaient abordés. C'était pas toujours le couple, mais il se trouve quand même que les sujets de couple revenaient beaucoup et c'était souvent des sujets de couple. Et j'écoutais beaucoup des sujets de couple et aussi un certain nombre d'autres sujets, mais pas tous. Mais de toute façon, je m'intéressais à la psycho en général, donc même quand ça parlait pas du couple, ça m'intéressait. Mais il fallait se préparer à la vie en général. Mais donc tout était bon à prendre. Mais c'est vrai que les couples m'intéressaient et je pense quand même appris des trucs avec ces émissions-là, mais c'est juste que j'aurais pu me lancer quand même en simultané. Enfin, avec le recul, je m'en rends compte, mais bon. Oui, mais est-ce qu'en fond, il y avait l'idée de j'en sais pas assez, il faut que. Bien sûr. Voilà, il y avait l'idée que le couple c'était très dangereux et que si j'étais pas une mastermind incroyable, ça allait foirer, quoi. Ça allait être tragique. Ça, c'était un peu faux, quoi. Mais bon. C'est sûr que ça aurait été dommage de rater la relation parce que tu n'avais pas lu juste un livre là sur ce sujet spécifique, sur la jalousie. Et en même temps, me raconter que j'en savais pas assez, ça permettait de le tenir à distance encore un moment parce que le couple avec me faisait peur, donc c'était pratique, quoi. Mais par rapport à cette peur. Mais... Est-ce que dans cette protection du réel, de la relation en tant que telle, c'est aussi une protection vis-à-vis des émotions dans la relation ? Oui, parce que j'avais peur de souffrir, donc c'est quand même émotionnel la souffrance, mais oui, je dirais que oui aussi. Enfin, peut-être surtout. Surtout, c'est-à-dire ? C'est peut-être surtout la peur de souffrir, de me lancer dans un surtout. Couple qui va souffrir. D'accord. Oui, donc c'était surtout la peur des émotions que ça pouvait générer, pas envie d'avoir des émotions de souffrance. Ouais. Ok. Ouais. Et puis peut-être une peur de perdre mon indépendance. Peut-être, l'idée que le couple pouvait mettre ça en danger et une peur à cet endroit-là aussi. Et quand tu as expérimenté vraiment le truc du couple, mais comment ça s'est goupillé pour toi, du coup, du point de vue de ce que tu redoutais et dans les mécanismes que tu as pu voir de toi ? Moi, j'ai pas tant que ça souffert. Le premier couple n'a pas fonctionné, mais j'étais pas amoureuse, donc c'était pas une grande perte. Et le second couple, on a eu là, j'étais vraiment amoureuse. Je le suis encore, mais on a eu une séparation à un moment qui a été quand même très difficile. Donc là, j'ai un peu souffert un peu. Mais après, on s'est remis ensemble et maintenant, ça va beaucoup mieux. Ça va encore mieux. Et bon, il y a eu un peu de souffrance, mais finalement, elle valait la peine. Hein. Et elle était difficile, mais ça s'est arrangé en tout cas. Je pense que la peur de la souffrance. Je sais pas si elle n'était pas fondée parce que j'aurais pu vivre des histoires de couple plus tragiques où ça aurait été plus difficile à gérer, mais en tout cas, c'est pas ce qui m'est arrivé. Et après, la peur de perdre mon indépendance, non, j'ai pas l'impression. Je pense que ça dépend du modèle que prend le couple. Moi, évidemment, je me suis mise avec quelqu'un qui cherche pas à me faire perdre du tout mon indépendance et du coup, au contraire, j'ai l'impression qu'on est plus fort à deux, plus libre à deux finalement. Et non, ça c'est pas vérifié cette crainte-là. Okay. Parce que j'ai pris aussi un partenaire qui permettait ça, mais de toute façon, voilà. Et là, quand tu parles de souffrance ou de peur de souffrir et d'indépendance, ça pourrait faire penser au point 7. Est-ce que tu l'avais déjà envisagé ? Est-ce que tu vois, vu que tu as l'air assez sûr de ton type, quelles sont les différences majeures que tu as vues du coup dans ton rapport à la souffrance et à l'indépendance, ou même versus aux contraintes
par rapport à... Mais c'est parce que moi, je suis pas dans le déni. Enfin, quand je souffre, enfin, il y a plein de différences avec le point 16. Mais une des différences déjà, c'est que moi, là, quand je souffre, je le sais. Je suis pas dans le déni de ça. Je peux même le dire. Enfin, j'aime pas toujours le dire, mais je peux le dire à mes proches, vraiment proches. Ouais. Moi, c'est juste que je considère que si je souffre trop, à un moment, la vie vaut pas la peine d'être vécue. Mais c'est pas. Mais je suis pas dans le déni de ça. J'ai pas besoin qu'on me croie heureuse ou d'incarner un optimisme ou de mettre de la joie partout, même si j'aime bien de temps en temps contribuer. Et j'aime pas du tout justement cette superficialité. J'ai du mal avec les 7 souvent parce que souvent il y a chez eux quand même voilà, ce refus de parler de ce qui fâche, de ce qui fait souffrir, de ce qui fait mal, alors que moi j'aime la profondeur et souvent j'aime cette dimension. En tout cas, j'aime pouvoir en parler. Ouais. Et puis ouais, et puis il y a ce côté ouais, souvent dans le contact, je les trouve voilà, faudrait nuancer parce que c'est pas tout à fait vrai, mais je les trouve quand même plus superficielles que d'autres dans une première approche et j'aime pas trop ce côté-là, c'est frustrant pour moi. Ouais, carrément. Ok. Oui, du coup, effectivement, c'est intéressant le simple fait de t'entendre là-dessus sur OK, moi j'ai pas entre guillemets pas de problème à souffrir. Enfin, je le vois et c'est peut-être pas agréable, mais je le vis. Effectivement, ça fait pas penser à l'évitement. À l'évitement. C'est-à-dire que quand je suis coupée de mes émotions, je le vis à retardement parfois, mais de toute façon, je le vis et quand j'y suis, j'y suis. Enfin, Ouais. ouais. Oui, carrément. Et quand tu disais sur, je sais pas, j'allais poser une autre question, mais je repense à ça. Tu parlais du 1 tout à l'heure et tu disais que tu avais hésité avec le 1. Je suis curieux de savoir qu'est-ce qui te faisait penser à ça? Est-ce qu'il y avait des éléments À l'heure de mémoire, hein. Le 1, en fait, je pense qu'à l'âge où j'ai découvert le l'énéagramme, il y avait des gens qui appartenaient à l'énéatype 1 autour de moi. J'avais des proches 1 et, et je voyais leur fonctionnement et certains d'entre eux, je les admirais. Enfin, j'avais une forme d'admiration pour eux. En fait, je crois que j'avais envie d'être une 1, mais je n'avais pas la grille de lecture pour le dire comme ça avant de découvrir le l'énéagramme. Mais Oui, je crois que j'avais un peu envie de devenir une 1 et en même temps, je sentais bien que non, quoi, que c'était pas tout à fait accessible parce que moi, j'aimais chez eux cette quête de faire mieux, d'être intègre et ouais, qu'on peut associer à faire mieux. Et en tout cas, dans ma vision. Et ce goût de l'effort, j'aimais ça chez eux et aussi de ce côté vivant qu'ils avaient avec la colère que j'avais moins, moi. Mais j'aimais tout ça chez eux et en même temps, si je l'aimais, c'est que quelque part, ça me parlait. Il y avait une part de moi quand même qui devait leur ressembler un peu. Je pense que j'essayais d'être quelqu'un de bien, même si, à la différence d'une 1, je ne savais pas ce que ça voulait dire et du coup, c'était compliqué. Parce que je ne savais pas trop ce que j'essayais de faire du coup. ouais, J'avais des valeurs, mais j'étais toujours capable de les remettre en perspective, de voir leurs limites et du coup, c'était compliqué ouais, de vraiment se ouais. convaincre qu'on est quelqu'un de bien, qui a une direction claire, etc. Mais bon. Mais en même temps, je voyais qu'il y avait des gens qui y croyaient, quoi, qu'il y avait un mode d'emploi qui y allait. Et des fois, je me disais, ça doit être cool d'être comme Et puis avec tout ce que tu as dit juste avant sur les modes d'emploi et enfin la cartographie, le 5, il a quand même tendance à se protéger pas mal de l'expérience concrète ouais. en s'y surpréparant, alors que le 1, il saute dedans. L'autre jour, je regardais une vidéo de Mike Horn avec Philippe Etchebest, où tu as Mike Horn, il est là, il fait moi, je fonce dans le freeway tout de suite, et puis t'as des ronces, et puis le mec, il fonce dedans, tu vois, il est pas là à réfléchir, il bam. Pour moi, c'est vraiment l'incarnation du 1 qui va à fond dans l'expérience. Et peut-être, est-ce que toi, peut-être, Ouais, ça t'inspirait de voir ça? Alors, ce que tu faisais pas, je sais, tout le contraire, ouais, peut-être pas, mais qu'en tout cas, ouais, mais un peu, quoi, j'étais un peu handicapée. Ouais, ouais, et ça leur ça leur donne un côté vivant, un côté parce que ouais, ouais, il y a un petit complexe souvent chez les 5 et chez moi aussi, un complexe pas très conscient, mais quand même, on est moins vivant. Des fois, il y en a d'autres qui nous le disent aussi. Mais ouais. et c'est vrai qu'il y a un côté. À la fois, on est content d'être moins vivant, je pense, et à la fois, des fois, on se dit c'est un peu dommage. Mais Hmm. Et comment tu le dirais, toi, ou comment tu le perçois, et tu peux nous en parler, ce truc de moins vivant?
Comme on est, déjà dans les moments où je suis un peu coupée de mes émotions, ça donne l'impression d'être moins vivant parce que il y a moins d'émotions claires qui se manifestent en nous. Il y a moins d'élan vers les choses, d'élan vers le monde extérieur notamment. Et ça donne un peu l'impression qu'on n'est pas si vivant que ça, quoi. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais ça crée un peu cette image, cette impression. Est-ce que c'est des moments, est-ce que c'est des moments dans lesquels tu es dissocié ou justement où tu vois la boucle égotique de retourner dans ta tête pour cartographier le monde avec ce côté chercher à comprendre ce qui n'a pas été compris et où du coup ça se voit pas et de l'extérieur c'est comme si tu étais sur mute ou quelque chose de l'ordre de immobile donc pas très vivant parce que toi tu es dans ta tête. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Oui, je suis beaucoup dans ma tête, je suis pas beaucoup dans le monde réel surtout, et je suis pas beaucoup dans les émotions. Et c'est vrai que souvent on associe la vie, enfin moi j'associe être vivant à être dans le monde réel, extérieur plutôt, et à être dans les émotions aussi. Parce que voilà, c'est ma perception de ce que c'est qu'être vivant. Après, il y a des moments où j'ai envie d'être comme ça, il y a aussi des moments où je me félicite de pas être trop dans les émotions, de pas être trop dans le monde réel si j'ai l'impression qu'il sert à rien. C'est ambivalent, hein. C'est pas juste un complexe de pas l'être. Des fois, je suis bien contente. Ouais. Et puis des fois, j'y vais maintenant aussi, et même avant. Mais ouais. Tu parlais de ta tête, tu parlais de tes émotions. T'as pas parlé de ton corps. C'est que dire dessus? Sur quel thème? du coup, le corps, le centre instinctif, ton rapport au corps, on a pas mal parlé d'expérience dans le monde, d'être dans sa tête ou d'en sortir. Quelle place il a ton corps là-dedans? Est-ce que tu sens ton corps, tu aimes aller dehors dans l'expérience, faire du sport? C'est comment ton rapport au corps, du coup, si tu veux en parler? Je pense que, j'ai un corps, je l'utilise dès que je fais quelque chose, etc. Mais je pense que moi, quand j'étais jeune, j'étais coupée de mes émotions et de mes sensations physiques, de tout ce qui n'était pas mental, en fait. Enfin, j'avais tendance à être coupée, hein. À chaque fois, c'est des tendances, il y a des nuances. Mais j'avais tendance à être coupée de tout ça, aussi bien du corps que des émotions, ce qui ne m'empêchait pas d'agir, de faire un peu de sport, de l'utiliser, mais en même temps, je le percevais comme un moyen de faire plein d'actions. Mais je m'intéressais pas beaucoup à mes sensations corporelles, je m'intéressais pas beaucoup à mes émotions, je réprimais pas mal tout ça. Et au fond, ce qui comptait, c'était les idées. Et le corps, je faisais ce que j'avais à faire avec, j'allais en cours, je faisais mes devoirs, plus ou moins. Je faisais mes activités auxquelles j'étais inscrite. Mais ça ne m'intéressait pas au fond. Au fond, je me concentrais pas là-dessus. Encore aujourd'hui, je me connecte plus à mes sensations corporelles, je me connecte plus à mes émotions. Je fais aussi pas mal de méditation. Mais c'est quand même des exercices et c'est quand même pas ma zone de confort, ma base. Ouais. Mais je me suis j'ai quand même plus pris conscience que j'avais un corps, mais c'est surtout mes émotions sur lesquelles je travaille, dont j'essaye de prendre conscience. Pour moi, je les associe un peu à mon corps, mais je sais pas si j'ai tort ou raison. Mais... Ok, c'est déjà un premier retour vers le corps, parce que les émotions sont si ancrées dans les sensations, mais c'est un entre-deux. Et la façon dont on parlait là, le corps, ça me donne l'impression, peut-être erronée, hein, que c'est genre un sac de viande qu'on va déplacer du point A au point B. Je déplace ma tête avec le machin qu'il y a dessous. Oui, c'est un peu ça quand même, à la base. Ça donnait cette impression-là quand on parlait. Après, j'ai toujours bien aimé les fringues, cherché quelle fringue m'allait bien. Donc ça, pour moi, c'est peut-être aussi comme ça que je faisais attention à mon corps, c'est à travers les vêtements. Essayer de trouver des looks qui me plaisent. Ça, j'ai ce côté-là. Donc, pour moi, là, je faisais attention à mon corps, mais ça reste peut-être au-dessus du corps finalement, comme étape. Mais bon. Ouais. Ok.
Et quand tu parlais tout à l'heure de tous ces bouquins, de tout ce que tu as lu, de tout ce que tu connais sur les sujets que tu as étudiés et qui t'intéressent, qu'est-ce que tu en fais de cette info? Quel lien tu peux nous faire avec l'avarice dont on parle sur le 5? Euh, bah, l'avarice, bah, oui, c'est s'isoler pour se remplir de connaissances. C'est une manière de se mettre quand même en retrait du monde et donc d'être avare de soi par rapport au monde extérieur. Donc, j'avais pas forcément beaucoup de temps pour un certain nombre d'activités du monde extérieur. J'avais pas forcément beaucoup d'énergie pour ça non plus. J'avais pas forcément voilà. En fait, ça m'intéressait pas ou peu. Et donc, j'étais assez avare de moi-même sur pas mal d'aspects du monde extérieur. Et même sur les choses qui me tenaient à cœur, je pouvais être avare de moi-même, ne pas me lancer à fond dans ces choses-là non plus parce que j'en savais pas assez, j'étais pas prête. Voilà. Ouais. J'avais peur. Mais Ok, et qu'est-ce que tu appelles activité du monde extérieur? Parce que je trouve ça super intéressant la façon dont tu en parles, là, juste avec le langage. Genre, il y a le truc là avec le monde extérieur, les en activités là. gros, tout ce qui n'est pas dans ma chambre, quoi. Ok, ouais. Enfin, si je me remets dans ma tête d'ado, dès que je sors de ma chambre, quoi. Activité du monde extérieur. Genre, est-ce que ça implique les autres ou même pas forcément? Pas forcément, dès que je sors de ma chambre. Mais oui, c'est beau. Enfin, ouais, mais pas forcément. Ouais. Ça peut même aller faire du sport en solitaire hors de ma chambre, ça pouvait être intégré dans l'activité du monde extérieur. Ok. Ça veut pas dire que je le faisais pas, hein, je le faisais un peu, mais voilà, c'était quand même très secondaire. Ouais, ouais. Parce que le mental avait validé que c'était pas mal pour la santé de temps en temps. Mais bon, c'est. Ouais. Sinon, tu aurais pu rester dans la chambre sans trop de problème. Ouais. Ok. Du coup, est-ce que tu pointes, Clara, ça me donne envie d'aller explorer le champ de l'énergie, des ressources pour le 5, parce que qui dit mon extérieur dit putain, il va falloir lever le sac de viande là, ça coûte de l'énergie. On sait que chez le 5, il y a vraiment ce truc de faire attention à ses ressources, de pas les dilapider comme ça, parce que le monde donne peu, donne pas assez, donc moi non plus, je vais pas donner beaucoup. Et Ouais. du coup, est-ce que dans cette idée, toi, enfin, c'est l'idée que ça me fait, hein, c'est genre, tu sors de ta chambre et c'est comme s'il y avait, tu sais, la batterie du téléphone en toi. Oh merde, j'ai déjà perdu 1%. Et puis après, je sors de la maison, j'ai perdu 2%. Est-ce que ça faisait un truc de cet ordre-là? Enfin, est-ce que tu peux en En parler? fait, dans ma représentation de l'activité d'aller dans le monde extérieur, j'avais cette perception que j'allais me décharger. C'est pas toujours ce qui se produit hein, en réel, mais dans ma perception des choses, c'était à peu près ça qui allait se passer. Et donc, j'avais ce rapport mental-là aux activités du monde extérieur. J'avais plutôt une réticence, enfin, souvent une réticence. Il y avait des moments où je voulais y aller, mais souvent une réticence sur fond de pénurie énergétique. Quoi. Je me disais non, là, pas assez de batterie. Ouais. Et puis pourquoi perdre des batteries bêtement aussi? Enfin, alors que finalement, il y a la connaissance, il y a d'autres choses qui valent le coup. Mais Ouais. Ouais. ou même la musique, j'aimais bien la musique, mais voilà. J'imagine que du coup, par moment, il y avait des très bonnes raisons mentales de dépenser de l'énergie et de vider ta batterie en sortant, du coup. Bah, des fois, j'avais envie. Des fois, j'étais plus dans ce mindset-là et j'avais envie de faire du sport. J'aimais bien aller voir des copines quand j'ai commencé à en avoir des vrais amis, etc. Des fois, je pensais vraiment que ça valait le coup et donc je le faisais. Mais c'est vrai que j'avais des moments comme ça hein, qui ont toujours existé dans ma vie, bien sûr, mais souvent, c'était pas, voilà, la plupart du temps, c'était pas ça. Ok. Et quand tu disais ça valait le coup, c'est-à-dire que tu réalisais après coup que le retour sur investissement était positif, comme si tu avais fait un petit Excel et que tu dis OK, j'ai bien fait de sortir, ou Oui, et puis même avant coup, j'avais envie de voir tel ami, j'avais envie. Le sport, je le faisais plus avec l'école, mais parfois on partait en vacances, au ski et tout. Bon, le ski, je me forçais un peu parfois, mais je savais que ça me plaisait, je savais que. Ouais.
dans l'ensemble, il y avait un bon retour sur investissement par expérience. Enfin, j'étais fatiguée, mais que c'était de la bonne fatigue, etc. Mais Et quand tu parlais de sport, typiquement, enfin, t'as toujours fait du sport, c'était plaisant pour toi, c'était comment? j'ai toujours fait un peu de sport, pas forcément intensément, mais déjà, il y avait le PS à l'école tout le temps. Et puis, à côté, j'avais pratiqué certains sports. Alors, ouais, c'est pas avec eux que j'ai accroché le plus. J'avais un certain nombre d'activités sportives quand j'étais petite, extrascolaires, mais ça, je les ai abandonnées les unes après les autres. Ouais, c'est vrai que celles-là, je les aimais pas trop. Par contre, quand on partait en vacances au ski, puis au snowboard, à un moment, j'ai décidé de me lancer dans le snowboard. Euh, L'initiative la plus anti-5 de ma vie, je crois, mais enfin, c'était pas mal. Et Pourquoi la plus anti-5? bah parce que là, pour le coup, enfin, j'avais appris à skier, tant bien que mal, un peu de force, mais après, j'avais pris goût et donc c'était devenu quand même une certaine zone de confort. Je savais que ça, j'y arrivais. Et, et puis, j'avais toujours eu peur des snowboards, même à ski, j'avais peur qu'ils me foncent dessus. J'avais l'impression que c'était des tarés qui contrôlaient rien, etc. Et puis, je m'étais, pendant longtemps, j'avais peur d'eux et j'avais jamais imaginé m'y mettre. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis dit, je vais apprendre le snowboard. et, après, j'ai passé une semaine horrible où la planche faisait ce qu'elle voulait, elle m'emmenait où elle voulait et je contrôlais rien et c'était vraiment compliqué. Et puis en plus, le corps, c'est pas la zone où j'ai le plus l'impression de contrôler les choses. Normalement, je me lance dans les choses que je contrôle et c'est vrai que là, je m'étais lancée dans un truc. La première semaine, je contrôlais pas, quoi, vraiment pas. Et donc, je me demandais ce que je foutais là. Et puis après, une fois que j'ai su tourner et tenir sur ma planche, ça allait. Après, tu apprends progressivement et après, tu débloques les choses. Mais c'est vrai qu'après, j'ai su snowboarder et que c'est vraiment pas un truc que j'aurais cru de moi. C'était vraiment une surprise et du point de vue d'une 5 basique, à comment snowboard, et c'est pas, enfin, ça t'apporte certes la connaissance du snowboard, mais on n'est pas sur la connaissance théorique générale qu'il te faut et qui compte vraiment. Mais donc c'était vraiment un moment où je suis vraiment sortie de mon fonctionnement habituel. Et c'est sorti comment? Enfin, tu as eu l'envie d'un coup parce que tu dis que tu t'es surprise toi-même. C'est quoi qui a fait qu'un jour tu t'es dit, allez, je vais faire du snow? Je pense que, je sais pas, à un moment j'ai eu envie. Après, je trouvais que ça avait l'air classe, les mouvements qu'on faisait en snowboard. J'avais l'impression que. Moi, j'ai toujours aimé l'équilibre et c'est vrai qu'il y a un travail d'équilibre dans le snow. Mais ça me faisait peur cet équilibre-là. J'étais pas du tout certaine a priori de pouvoir le choper. Et puis après, je pense aussi que ma famille, qui skiait beaucoup, il commençait à y avoir un climat de compétition sur le plan du ski dans ma famille. Moi, j'aimais pas trop ce climat-là. Et c'est vrai que me mettre à faire du snow, ça me mettait hors jeu, ça me mettait dans ma bulle à part. Donc là, peut-être qu'on retrouve une logique de 5, je ne sais pas, mais il y avait aussi cet avantage malgré tout. Ah, intéressant, effectivement, j'avais pas. En tout cas, ça donne une lecture supplémentaire. Ouais. Et tu parles pas mal de. Alors, tu parlais de snow, il y avait d'autres sports que tu faisais? Enfin, quel genre d'activité tu menais ou t'as plu que tu as pratiqué dans ta vie? En sport, j'ai fait un peu d'escalade, ça j'aimais bien. J'aime bien l'acrobranche, mais ça, j'en faisais pas de façon régulière, mais quand j'avais l'occasion d'y aller, j'étais très contente. J'ai eu des périodes de ma vie où j'étais inscrite à la natation, j'aimais bien. Ouais, c'était plus escalade. Et puis après, c'est marcher. On faisait pas mal de rando avec ma famille. Et là, actuellement, par exemple, je suis inscrite à la salle de sport. Et donc, c'est vraiment pour me défouler. Je suis pas passionnée particulièrement, mais c'est vraiment pour me défouler. Et on marche souvent avec mon copain. Dans les bois, dans les parcs. Voilà. Donc, j'ai gardé un peu le côté rando, même si c'est soft. Ok, et par rapport à ça, aux activités physiques, j'avais reçu un 5 sur la chaîne Trigor dont on a un peu parlé en off, et où lui disait que vraiment
il voyait pas l'intérêt mental pour son être de dépenser de la ressource pour ça, pour le sport. Et Ouais, je toi, comprends. tu témoignes quand même de pas mal d'expériences de ce type-là. À quoi tu l'attribues? Est-ce que tu connais ta hiérarchie des centres? Et qu'est-ce qui fait que toi, aucun problème, enfin, t'as pas l'air d'avoir spécialement de problème à faire du sport et à bouger? Moi, je pense que ça m'attirait pas tant que ça à la base, mais j'ai ma famille qui m'a beaucoup forcée à la base à faire pas mal de sport. J'ai quand même une famille assez sportive en tout. Et après, c'est devenu quand même l'habitude d'avoir un minimum de dosage de sport dans ma vie. Après, dans les 3 enfants, je suis sans doute celle qui c'est la moins investie dans le sport. Mais quand même, j'ai été habituée à un minimum. Je pense que mon corps a été habitué à un minimum. J'ai intégré que voilà, ça faisait partie de l'équilibre de la santé, bon gré mal gré. Ça ne me réjouissait pas forcément, mais ça faisait partie de l'équilibre. Il fallait en tenir compte. Et, euh, et après, c'est vrai qu'il y a des sports que j'ai aimés, quoi. Le snowboard, c'est même le ski, mais le snowboard encore plus. Il y a des moments qui sont vraiment beaux, donc je sais que ça existe, quoi. Mais il- tout ce qui est voltige, tout ce qui est. D'ailleurs, Trigger avait un peu parlé de ces sports-là, et c'est vrai que ce sont les sports qui m'intéressent le plus aussi. Euh, tous les sports un peu aériens, c'est vrai que m'ont beaucoup attiré. Je sais qu'il y a un moment, j'avais fait du trapèze volant. C'était pas vraiment du sport, c'était plus pour découvrir vite fait, mais j'avais adoré ça. J'avais vraiment Hmm. adoré ça. Donc, ouais. Ouais, il y a peut-être une forme de prise de recul sur le réel, de monter dans les hautes sphères. Voilà. Et est-ce que tu fais un lien avec ta hiérarchie des centres ou pas spécialement? Je sais pas pour les. Enfin, centre mental first, oui, mais ça, oui, on est d'accord. Mais pour les deux autres, je sais pas trop. Je suis pas sûre qu'il y ait un fort. Enfin, peut-être qu'ils sont un peu au même niveau, les deux autres. Je sais pas s'il y a une forte différence marquée entre eux. Je sais que parfois je réprime l'instinctif, parfois je réprime l'émotionnel, et parfois je manifeste l'un ou l'autre. Donc j'ai l'impression de pouvoir les réprimer de temps en temps aussi bien l'un que l'autre et de pouvoir les laisser s'exprimer aussi. Je ne sais pas s'il y a vraiment une différence forte. Je... Il y a le mental, quoi, le mental qui trône quelque part, et puis le reste, ça existe, on peut le mobiliser, on peut le refouler. Le reste est très secondaire, mais peut-être Ouais. à égalité hein, ou à quasi-égalité, je ne saurais pas dire. Dans le sens où tu vois une prédominance, tu vois qu'il domine le game largement. Voilà, Ok. je dirais ça, ouais. Ah, d'ailleurs, ça m'a fait rire là, il y a 5 minutes, j'ai réalisé que sur Skype, il y a qu'on appelle ça, les initiales de ton nom, il y a marqué CM, Ouais. centre mental. Ah oui, Sur effectivement. certains articles, centre mental, c'est rigolo. Bref. Ouais, et c'est vrai ce que tu dis. Enfin, j'ai rencontré quelques personnes comme ça qui évoquent une hiérarchie des centres plutôt équilibrée, enfin en tout cas sur les deux derniers. Ouais. Il y a toujours une prédominance du premier, c'est une évidence, mais sur les deux autres, des fois la hiérarchie des centres n'est pas si marquée que ça, alors que pour d'autres, je veux dire, le centre réprimé, il est vraiment très très réprimé, et du coup c'est obvious. Et ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Enfin, ça n'a pas l'air évident là comme ça quand on parle qu'il y a une grosse différence entre le Ouais, soutien et le j'aurais réprimé. tendance à penser que quand même, s'il y en a un qui est en dessous, c'est peut-être l'émotionnel, mais à mon avis, c'est léger. Ok. C'est léger. Et je sais que je peux réprimer l'instinctif à certains moments, et bien sûr, je peux réprimer l'émotionnel à certains moments, mais ouais. Et à quoi ça ressemble quand tu réprimes tout, du coup, et qu'il reste plus que le mental là-haut? Oh bah, je suis dans ma chambre avec mes infos, je suis bien. Ou ma musique, ou... et je ressens pas le besoin d'autre chose, quoi. Et du coup, c'est intéressant, tu dis je suis bien, ça veut dire que c'est confortable pour toi, il y a pas de tension, justement? Bah, si je fais ça trop longtemps, je vais avoir besoin à un moment de sortir faire du sport ou si, il va y avoir une tension, mais si je fais ça un temps qui me convient, non, je suis bien. Ok, ouais. Euh, je sais qu'il faut que je prenne un peu soin de l'émotion, enfin, ouais, un peu me connecter à mes émotions, quoi. Je sais qu'il faut le faire de temps en temps si jamais je l'ai pas assez fait spontanément. Je sais qu'il faut, pareil pour le sport, si jamais j'ai pas eu le réflexe spontanément, je sais qu'à un moment, il va falloir assouvir les besoins du corps, donc le sport, manger. Bon, manger, j'y pense quand même. Voilà, mais
Quand tu le dis, ça sonne un peu contrainte quand même, hein. Il va falloir assouvir les besoins du corps. Encore une fois, ce putain de sac de viande là. Bah, oui, mais je l'aime de plus en plus, ce sac de viande. J'accepte de plus en plus Et sur cet les émotions, argument. quand il va falloir s'occuper, il va falloir, comment t'as dit ça? Il va falloir Me vivre les connecter, émotions, me les connecter à mes émotions. conscientiser, voilà, les Ouais. conscientiser. Parfois, je le fais pas assez, même si pareil, là aussi, j'ai progressé, mais Et du coup, est-ce que il va falloir, tu le vois un peu comme une contrainte de putain, c'est émotionnel, j'ai enfin, plein de moments où je le vois comme une contrainte. faut que ouais. Je sais que c'est quelque chose. Il y a des moments où je vais conscient, le vivre autrement, mais oui, ma tendance générale, la plupart du temps, ça va se passer en ah ouais, j'ai pas encore assez conscientisé. Ah ouais, peut-être qu'il faudrait que je le fasse plus. Enfin, c'est souvent comme ça que je vis et je vois les choses. Ok. Et c'est quoi qui le déclenche? Enfin, qu'est-ce qui fait que tu te dis ah, va falloir que je prenne que j'aille voir mes émotions, il y a quelque chose qui fait que tu te sens d'une certaine façon et que tu sais que tu les as réprimées ou pourquoi tu en viens à te dire ça avec un il faut en plus? Bon, le il faut, c'est pour mon équilibre, c'est ma conception, ma croyance actuelle, c'est qu'il faut équilibrer tout et que du coup, voilà. Mais Ouais. euh, quand je fais de la méditation, que je me reconnecte à mon corps, du coup, le temps d'exercice, je le fais assez régulièrement en ce moment. Je vois que j'ai des tensions dans le corps. Je fais ah oui, c'est vrai, j'ai cette tension-là. Pourquoi? Est-ce que c'est relié à une émotion? Parce que j'ai appris à faire des liens comme ça en thérapie et tout. Et, et Ouais. donc, euh, et donc là, je commence à m'intéresser à tous ces aspects et à me dire ah oui, il faudrait que je ou commencer à faire mon introspection et à voir ah oui, d'accord, je suis triste parce que ça à l'exprimer. Avant, j'écrivais tout ça dans un carnet. J'ai un peu arrêté de faire cet exercice, mais je sais que ça me fait du bien, qu'une fois que j'ai conscientisé une émotion, conscientisé sa cause, et si en plus j'ai marqué le tout dans un carnet, ça m'aide à passer à autre chose et à vraiment avoir vécu cette émotion et l'avoir laissé passer au lieu de la refouler et qu'elle revienne en boomerang. Et donc je sais que ce travail-là est sain et en même temps, j'ai pas toujours le réflexe de le mener, quoi. C'est pas le truc que je fais le plus spontanément. Bah, Mais mes exercices voilà, de méditation me ramènent souvent à ce genre d'idée. Ah oui, je peux creuser davantage, ouais. Je peux creuser davantage, c'est-à-dire. je peux me connecter davantage à mes émotions, à mon corps, Oui. me rappeler qu'ils ont des choses à m'apprendre, à me dire. Voilà. Ouais, après, tu vois que ça reste un effort conscient et que l'ego, enfin, dans les automatismes, ça veut pas trop y aller, quoi. Ouais, j'ai gagné en souplesse, mais j'ai encore du chemin, ouais. Bah, oui, c'est d'avoir conscience et en même temps, c'est souvent un truc que je dis, c'est qu'il s'agit pas de partir en guerre contre l'ego ou de faire disparaître ce truc-là, c'est qu'il y a une pente, il y a un truc en moi qui me pousse à, bon, ben, toi, tu sais que t'as une partie de toi qui estime que c'est un peu secondaire d'aller explorer le corps ou de vivre les émotions. Après, Ouais, est-ce que c'est grave? Non, je pense, enfin, t'es humaine, quoi. voilà. Et du coup, il me semble pas, ou alors c'est moi qui ai oublié, mais par rapport à cette histoire d'avarice et sur la préciosité des informations, c'est Oui. ou peut-être c'était une belle mise en abîme du coup de l'avarice. Je sais pas. La préciosité des informations. Sur le fait Ça, d'en c'était parler. un des passages du bouquin de Sandra où je m'étais moins reconnue. Le Ok. côté ah, je vais garder mes infos, machin et tout. Euh, Peut-être que je le fais parfois sans forcément le conscientiser de tout le temps, j'en sais rien, mais c'est possible que ça existe chez moi, cette tendance-là, mais j'ai consciemment et je crois réellement tendance aussi à penser que l'information gagne à être partagée, que la connaissance, plus elle circule, mieux c'est. J'ai un peu cette vision-là du monde et donc, ça peut m'arriver de retenir des infos, mais c'est pas du tout mon rapport à la connaissance. Moi, j'ai appris plein de choses que des gens m'ont enseigné plus ou moins gratuitement, et je considère que je peux contribuer aussi, et que c'est super si les humains fonctionnent comme ça. Et je suis plus en train de penser que c'est sain de mettre en commun, en tout cas, peut-être pas tout, mais beaucoup d'informations gagnent à être mises en commun, à être partagées,
J'ai plus ce rapport-là. Là, je me reconnais pas trop sur la tendance 5 conservatrice d'émotion. D'émotion aussi peut-être, mais d'information, non, je pense qu'il faut les partager. Je pense que dans l'ensemble, on perd rien quand on partage une info. En fait, on l'a toujours. Ouais. Donc, voilà. Et est-ce que du coup, toi, quand tu apprends des choses intéressantes, c'est facile et fluide pour toi et ça te plaît de transmettre, de dire, hey, j'ai appris ça, hey, il y a ça et ça? Bah oui, mais parfois les gens n'en ont rien à faire. Ça, c'est ce que j'ai observé aussi. Mais c'est plutôt là où je peux avoir des freins, c'est quand vraiment ils n'en ont rien à faire. Mais, Ouais. mais moi, j'essaye de partager la bonne nouvelle avec un succès variable. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un test préalable, une sélection, on va dire, pour décider à qui tu transmets, à qui tu transmets, parce que c'est de l'énergie aussi de transmettre et de dire les choses. Est-ce qu'il y a quelque part une présélection qui se fait pour dire, attends, toi, non, je ne veux pas te partager, ça coûte trop. Alors, ce qui peut arriver, c'est que oui, enfin, des fois, il y a. Moi, en fait, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de. Je vais le dire comme ça, désolé, mais d'instruire les cons, c'est-à-dire. C'est-à-dire que j'ai passé quand même un certain temps de mon adolescence sur Facebook ou autre à voir des gens qui faisaient des commentaires que je trouvais très, très mauvais et très stupides aussi parfois et à essayer de les faire changer d'avis. J'ai passé du temps à faire ça. Bon, parce que j'estimais avoir un intérêt, par exemple, c'était des propos extrêmement machistes ou quoi. Je me disais, si j'arrive à déconstruire le truc, peut-être que certains qui y croient en lisant l'ensemble se diront, en fait, c'était faux, ou c'était à nuancer, ou c'était ceci, ou je sais pas, j'avais l'impression comme ça qu'il fallait convaincre les gens par la raison de penser mieux et que le monde serait plus beau, etc. Et j'étais un peu là-dedans et donc en fait, j'éliminais pas les plus idiots comme on peut le lire dans les trucs de 5. Au contraire, c'était plutôt eux que j'allais chercher. Mais, mais maintenant que je suis moins comme ça, que je me dis non, j'ai autre chose à faire de mon temps. Maintenant, oui, je peux commencer à fonctionner sur un mode. Ceux qui vraiment n'ont pas l'air intellectuellement prêts à échanger avec moi, peut-être que ceux-là, je vais faire l'économie. Je commence à raisonner comme ça, mais c'était pas forcément ma base. Ouais, ok. L'avarice, pour toi, du coup, l'avarice du 5, on dirait que ça parle plus d'une forme de ton énergie au sens large, de la présence. Voilà, même si ceux-là, c'est que moi, je leur donnais beaucoup d'énergie aussi. Mais sinon, mais oui, sinon, mais c'était quand même pas du présentiel, c'était de l'énergie depuis mon ordi, donc je conscientisais moins cette perte d'énergie-là, même si elle était réelle. Et, oui. Oui, tu serais pas allé dans des, je sais pas, dans des conférences à l'autre bout de la France pour convaincre des Mongolides. Ok. Donc est-ce que tu dirais que l'avarice, c'est justement un peu le syndrome de la chambre entre guillemets où tu restes dans ta. Oui, ouais, moi en tout cas, mon avarice à moi, je pense que c'était beaucoup le syndrome de la chambre, ouais. Ok. Et c'était surtout ado ou aujourd'hui tu vois que c'est ta pente entre guillemets et que c'est assez facile. Oui, ça existe encore, c'est encore ma pente, mais je suis moins comme ça. Mais déjà, je suis passée de la chambre au bureau, mais je suis. C'est une évolution. Je suis un peu plus dans le monde extérieur, mais non, je suis moins comme ça. C'est encore ma pente de passer beaucoup de temps seule, mais ça, de toute façon, je pense que voilà, c'est moi aussi, mais à un endroit, mais je vais plus dans le monde extérieur, je vais plus faire du sport spontanément, je vais plus voir des gens, essayer de voir des amis. J'ai toujours été un peu comme ça, mais je continue à le faire beaucoup. Voilà. Et quand tu disais, je suis passé de la chambre au bureau, c'est quoi le bureau chez toi ou bureau pour toi? Ah oui, chez moi. Enfin, oui, je vais au travail aussi, mais quand je suis chez moi, je suis plus que dans ma chambre. Mais bon, je suis dans mon bureau, c'est pas très éloigné. Mais c'est quand même
je sais pas, psychologiquement, je crois que c'est quand même un changement pour moi. C'est quand même se dire que. Enfin, le bureau, je le conçois comme une pièce commune. Après, je vis en couple, c'est plus du tout pareil que dans ma famille. Mais il y a aussi ça, forcément. Mais je pense que si j'étais obligée de vivre dans ma famille, je retrouverais le syndrome de la chambre instantanément. Mais, mais bon. Et c'est que ce soit chambre ou bureau, du coup, est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de ton espace vital qui est un espace à toi? Oui, mais avant, quand on entrait dans ma chambre sans frapper, j'étais furax. Maintenant, si mon copain rentre dans le bureau où je suis sans frapper, c'est OK. Il n'y a plus de tension à cet endroit-là. Ou alors une micro-tension, mais Ouais. c'est plus pareil. Okay. Il y a le sourcil gauche qui se lève et c'est tout. Ouais. D'accord, ouais, ok. Ouais, ce qui serait typiquement, j'imagine, plus marqué chez un 5 sous-type conservation, j'en ai en tête qui sont vraiment très, très attachés à leur lieu et où vraiment ça en sort pas. Enfin, c'est un lieu très sécuritaire et ils sont peut-être beaucoup plus attachés à cet espace-là, même si après, je sais pas au niveau de tes instincts, mais ça fluctue aussi selon le sous-type et cette histoire-là. Oui, sans doute. Bah, moi, j'aurais longtemps pensé que j'étais conservation. Peut-être que je l'ai un peu cet instinct, mais je pense que je suis beaucoup tête-à-tête sexuelle. Enfin, je suis beaucoup dans la relation à l'autre, en tout cas. Je suis beaucoup dans les liens amicaux, ouais. Enfin, en tout cas, dans les relations profondes, authentiques, c'est ça que je suis beaucoup en quête de ça. Plutôt individuel, du coup, plutôt comme ça, là, comme on Plutôt discute. individuel, pas tellement en groupe, effectivement, clairement. Ouais, ok. Et Parce que dans les groupes, c'est pas assez authentique, c'est pas assez profond. Enfin, sauf exception, mais voilà. Ok. Parce que du coup, ça fait plusieurs fois que tu emploies ce terme-là de discussion, enfin de relation authentique et profonde. Qu'est-ce que toi t'entends par là et qu'est-ce que ça vient nourrir et pourquoi c'est important? Ce que j'entends par là, c'est des relations où l'autre nous dit ce qu'il pense, comment il voit le monde, comment il vit sa vie, où il écrit son parcours. En fait, où on peut vraiment essayer de connaître une personne. C'est vrai plus par la vision du monde, je reste une mental first, mais j'aime bien comprendre la vision du monde des autres. C'est comme ça que j'ai l'impression de les connaître aussi. Et donc avoir quelqu'un qui est capable de te la donner, quoi. Qui est des relations où on peut commencer à se dire les choses et même se dire là où on n'est pas d'accord, mais voilà. Ouais, est-ce qu'il y a l'idée de, tu sais, ça me fait penser à c'est une discussion qui va sortir ce dimanche avec un 8 où c'était, moi j'ai l'impression de connaître les gens quand on se met des nions dans la gueule et quand on se bat, vraiment les masques tombent et enfin je te connais. Donc une connaissance par l'instinctif extérieur, tu vois. Là où toi, j'ai l'impression que tu nous dis, moi j'ai l'impression de te connaître quand je touche du doigt ta vision du monde. Ouais, après il n'y a pas que ça, je suis d'accord pour dire qu'il y a d'autres éléments mais qui font qu'on se connaît aussi, mais oui, moi c'est surtout ça qui m'intéresse en premier chez les gens. Ouais. Ouais, ok. Ouais, c'est intéressant parce que du coup, ça permet de voir que dans toi, ce que tu mets derrière relation profonde, authentique, même si bien sûr, il n'y a pas que ça, c'est un élément qui est super important pour toi et pour d'autres énéatypes qui seraient d'instinct sexuel dominant, typiquement, il y aurait d'autres pourraient valoriser beaucoup plus l'émotion, d'autres pourraient valoriser beaucoup plus ce qu'on fait ensemble. Et là, c'est intéressant d'imaginer de savoir que quand tu es en relation avec un 5, c'est important pour lui de connaître ta vision du monde et du coup, ça peut ouvrir dans le champ inter. Après, voilà, les autres aspects de comment on bosse ensemble, comment tu coopères, tout ça, moi, je considère que ça peut faire partie de connaître une personne. Mais donc, je le dénigre pas du tout, mais c'est vrai que c'est pas d'abord là que je me dirige. Ouais. Ok, bien sûr, bah oui. Et du coup, on a parlé un peu en off de vie d'intérieur, ce qui est effectivement un vaste sujet et souvent, je sais pas, mal compris ou mal vu et en même temps pas forcément bien expliqué, qui peut être un peu flou. Je suis curieux que toi tu parles de cette histoire de vie d'intérieur, de comment tu perçois ce truc-là. Oui, alors, du coup, l'évitement du vide intérieur, chez le 5, moi, je le définis, je le pense comme l'évitement
ou la peur du vide intérieur, peu importe, comme la peur du fait de manquer de ressources internes, en fait. L'impression qu'on a un vide intérieur, l'impression qu'on a un manque de ressources internes pour faire face au monde, à la vie. Et donc, l'évitement des situations où on va être avec où en fait ce vide intérieur pourrait se manifester à l'extérieur. Donc cet évitement se traduit par essayer de gagner toujours plus de ressources intérieures, que ce soit des ressources d'énergie, se recharger en énergie, que ce soit des connaissances évidemment, se recharger en connaissances, en engranger d'autres, que ce soit du temps. Enfin, l'impression qu'on a besoin toujours de se remplir intérieurement de toutes ces dimensions-là ou de certaines d'entre elles avant de pouvoir s'élancer dans le monde extérieur parce que sinon, si on s'élance sans ça, on va se retrouver confronté à nos limites intérieures dans le monde extérieur. Et on ne saura pas faire face. Enfin, voilà. Ok. Est-ce que typiquement, est-ce que ça t'aide ou que ça te, je sais pas, ou que ça te rassure d'avoir maintenant une définition précise du vide intérieur? En fait, j'avais déjà conscience qu'il y avait ce mécanisme-là chez moi. Je ne savais pas l'appeler vide intérieur, mais j'avais déjà conscience du truc, finalement. Et j'étais juste un peu perplexe face à l'expression vide intérieur, mais j'avais déjà conscience qu'il y avait ça chez moi. Et ce truc-là était déjà détaillé dans les bouquins en plus. Donc, ouais. Si tu es OK, j'aimerais beaucoup un exemple vivant de toi confronté au vide intérieur, de ça ressemble à quoi, qu'est-ce qui se passe? Ça peut être, je me présente pas à un concours que j'ai bossé parce que je l'ai pas assez bossé, parce que je sais pas tout sur tout, parce que voilà, pour cette raison. Parce que de toute façon, je vais pas l'avoir et si je l'ai sur un malentendu, je saurais pas faire face au métier parce que j'ai pas toutes les connaissances, donc autant attendre. Donc, ça, dans ma vie, ça a pu se traduire comme ça. Est-ce que j'ai d'autres exemples? Est-ce qu'il y a un moment précis peut-être dans cet exemple-là ou dans un autre, un moment précis où tu vois que tu es confronté à ce truc-là et ça active le truc de retrait, de partir dans ta tête, etc., etc. Oui, si je me sens pas prête pour le concours, je peux faire un retrait, je peux ne pas m'investir assez, je peux. Après, c'était aussi des années de dépression, donc faire la part des choses, bon, c'est compliqué, mais il y a quand même cette tendance à se détacher de ça, de se dire bon je vais faire autre chose ou simplement je vais prendre beaucoup plus de temps, le temps d'être prête, de savoir tout sur tout, mais bien sûr ça n'arrive jamais ce temps-là. Enfin on ne sait jamais tout sur tout, mais ouais. Ouais, là tu retrouves la volonté d'être capable, enfin d'être face à la peur de pas l'être mais l'envie d'être capable et comment comme je sais pas, aujourd'hui, comment tu décides le moment où tu es capable et où tu as assez d'infos et est-ce que pour justement réduire le delta aujourd'hui, j'ai pris conscience qu'on apprend et que j'apprends énormément sur le tas et que du coup, ce que j'ai pas, je vais l'acquérir en fait. J'ai pris conscience de ça. Mais c'est vrai que ça demande aussi d'avoir un peu de confiance en soi. J'ai eu des expériences pro où j'ai vraiment appris beaucoup de choses sur le tas et ça s'est bien passé. Et j'ai vu que c'était possible. Et maintenant, je sais que je fonctionne aussi comme ça, que quand je suis mise face au réel, c'est ce que je crée. J'apprends, je me forme et j'ai beaucoup plus d'énergie pour le faire parce que c'est concret. Je sais exactement pourquoi j'apprends ce que j'apprends, etc. Et qu'il y a une mission réelle professionnelle derrière. Et j'ai vu que j'étais tout à fait capable de fonctionner comme ça, mais j'en étais pas sûre avant. Je pense que je manquais de confiance en moi aussi à cet endroit-là. Du coup, moi j'entends moins de peur de l'incompétence. Tu vas plus dans le monde en mode j'ai pas toutes les infos et c'est pas grave, on verra sur le tas. Oui, et puis c'est vrai aussi que malgré tout, pendant toutes ces années, j'ai appris quand même pas mal de choses. Donc, je suis aussi objectivement plus compétente qu'avant. Donc,
j'ai moins peur aussi d'incompétence, aussi pour des raisons objectives, mais aussi parce que je sais que, voilà, je sais de quoi je suis capable sur le tas, ce qui était peut-être moins vrai avant. Oui, et est-ce que du coup c'est cantonné à tes sujets d'expertise ou je sais pas si tu démarres un truc complètement nouveau, je sais pas si tu as essayé des trucs nouveaux récents, mais est-ce qu'il y a il y a cette confiance qui est là ou ça reste cantonné à tes domaines? Ah bah, en tout cas, cette confiance, elle sera plus vraie dans mes domaines d'expertise quand même, forcément. Mais je sais pas si c'est un truc totalement nouveau, ça va dépendre du type d'activité, mais si par exemple, je sais pas, c'est médecine et que j'y connais rien, évidemment que je vais avoir le même syndrome de j'y connais rien. Ouais. Si c'est un truc qui demande quand même une formation théorique préalable solide et que je l'ai pas, je vais avoir le même blocage. Ouais, Mais, ok. mais peut-être de façon un peu plus objective. Enfin, c'est normal en fait d'avoir ce blocage face à la médecine si on n'y connaît rien, mais de façon un peu plus proportionnée au réel et aux enjeux Ouais, ouais, réels, ok. quoi. Moins en mode risque fantasmé de si j'ai pas cette info, c'est le fin du monde. Ouais, ouais. Ok. Oui, ça me paraît tout à fait ça, en effet, comme tu dis. Est-ce que tu as autre chose à rajouter sur les mécanismes, sur des trucs que tu as vus de toi, que tu aimerais partager? Des observations que je crois en lien avec le néatype 5 ou pas forcément? Oui, plutôt. Enfin, après, ça Ouais. dépend de ce qui te vient en tête, ouais. Euh, Moi, je sais en tout cas que j'avais écouté la vidéo de Trigor et qu'il y avait un moment où il disait que la vidéo sur le 5 de Trigor, et il y avait un moment où il disait que dans un groupe, quand il était dans un groupe et qu'il se sentait mal, il avait tendance à faire passer les émotions des autres avant, à essayer que eux passent un bon moment et à se rendre compte après coup que en fait lui-même avait passé un mauvais moment. Et que ses émotions à lui, il n'en avait pas pris soin du coup. Et, et moi, ça m'a parlé ce truc-là et ça m'arrive très souvent de réaliser a posteriori que j'ai passé un mauvais moment, que ce soit avec un groupe ou même dans d'autres cadres. Ça m'arrive souvent de ne le conscientiser qu'après quand ça se produit. Et moi, la manière dont j'analyse ça chez moi, c'est de me dire, c'est qu'en fait, j'ai tendance à réprimer mes émotions de toute façon, à les vivre a posteriori. J'ai cette tendance qui s'active souvent, notamment peut-être quand c'est des émotions désagréables. Et même si, voilà, moins qu'avant, mais voilà. Et donc, quand je suis dans un groupe et que ça se passe mal émotionnellement pour moi, bah, du coup, je suis pas au courant puisque c'est en mode réprimé. Et donc, Ouais. je vais prendre mécaniquement plus soin des émotions des autres puisque c'est les seules data que je vais avoir, en fait. Mais que par contre, il y a aussi chez moi cette hiérarchie, les idées, le mental priment sur l'émotion, cette hiérarchie que j'ai remise en cause, mais qui est à la base inscrite en moi. Et donc, mes idées, par contre, passeront éventuellement, dans certains cas, avant les émotions des autres. C'est juste mes émotions à moi qui sont vraiment en dessous de la hiérarchie parce que je ne les conscientise pas. Mais par contre, même si je prends soin des émotions des autres et pas des miennes, je peux faire passer mes idées avant les émotions des autres. Je peux les donner mes idées en sachant qu'elles risquent de déplaire. Je peux y mettre les formes. En général, je le fais, mais je peux les donner quand même, quoi. Ok, et ça ressemble à quoi, par exemple? Bah, ça peut ressembler à, je sais pas, un repas de famille où quelqu'un donne son avis sur un truc, je suis pas d'accord, je sais que si je l'exprime, on risque de s'engueuler, mais je l'exprime quand même. Ouais, ok. Euh, Puisque c'est important pour toi d'exprimer le fond de ta pensée, de ta vision du monde sur le truc en question, surtout si peut-être en plus en face c'est pas forcément développé, c'est une pensée un peu binaire, stupide, enfin, je sais pas. Oui, alors qu'elle soit stupide ou non, je peux trouver que la pensée d'en face, je la juge stupide ou pas. Dans tous les cas, je peux avoir envie d'exprimer mon avis divergent. Ouais, ok, ouais, carrément. Avec l'idée que de toute façon, l'échange d'idées, c'est tellement précieux, même pour l'autre, qu'on s'en fout s'il y a des émotions négatives en effet secondaire. On est sur l'échange d'idées, ça prime, quoi. Ouais, Donc, le débat d'idées, ok.
complètement. Ça reste Bon, après. je suis un peu plus consciente qu'il y a d'autres dimensions maintenant, mais j'ai cette base, quoi, j'ai cette tendance. Ah oui, Mais ça enrichit la carte de toute façon. C'est ouais. ok, intéressant. Et sinon, bah écoute, pour toute ta connaissance de l'énéagramme depuis que tu l'as découvert, trouvé ton type et tutti quanti, qu'est-ce que ça a changé dans ton rapport entre toi et entre toi et les autres? Dans mon rapport avec moi-même, plus de lucidité sur moi-même, plus d'empathie par rapport à mes mécanismes de défense, aveugles parfois, euh, plus de... Ouais, peut-être un peu plus de détente, mais plus d'acceptation de... Mais ça m'aide surtout à repérer quand je commence à trop aller dans, on va dire, une forme de désintégration. Ça m'aide à... Ça suffit pas forcément, hein. On a toujours des raisons mentales de se dire qu'on a en fait de bonnes raisons de faire ce qu'on fait, mais et que c'est pas du tout un signe de désintégration, et je sais pas quoi. On peut toujours se raconter ça, mais ça m'aide à émettre au moins l'hypothèse que peut-être je me désintègre et que je retombe juste dans mes travers. Mais à me dire, il y a aussi cette option de lecture, quoi. Mais donc peut-être à repérer parfois un peu plus vite. Et, euh, et puis, donc voilà, avoir plus de lucidité sur moi, plus sur les moments où je fais ça, en tout cas. Et ça m'aide à avoir plus d'empathie pour les autres, pour les moments où les autres semblent se désintégrer. À comprendre qu'est-ce qui peut les avoir conduits là et qu'est-ce qui est peut-être en train de se jouer chez eux et savoir que ça existe aussi chez moi parfois et à ma manière et donc avoir un peu plus d'empathie, de tolérance vis-à-vis de ça et puis peut-être de moins me formaliser aussi parfois par rapport au comportement des autres quand ils commencent à se désintégrer, de moins le prendre personnellement, d'avoir encore plus de recul, voilà. Parce que du coup, tu comprends d'où ils partent et qu'est-ce qui fait qu'ils ont réagi comme ça grâce à leur énéatype. Enfin, grâce. Toi, par le modèle. En tout cas, je peux Et... émettre l'hypothèse que voilà, ils sont dans la logique classique de leur néatype. Peut-être que c'est autre chose qui se passe, on ne sait jamais, mais Ouais. enfin, je peux émettre cette hypothèse-là. Je pense que souvent elle fonctionne et voilà, et comprendre que voilà, ils sont un peu pris au piège d'eux-mêmes, qu'on l'est tous, que il ne s'agit pas de tout passer de toute façon, mais d'avoir quand même conscience qu'ils sont guettés par des pièges qui nous guettent tous, y compris moi, quoi. Oui, ouais, complètement. Donc, ça te donne plus d'empathie aussi, enfin, envers toi comme envers les autres, parce que Ouais, tu peux plus facilement te relier à ce qui est en eux et ce qui les fait se mouvoir, quoi. ouais. Et ouais, et puis ça permet de comprendre un peu plus les autres et c'est toujours agréable, notamment pour une 5. Mais Ouais, c'est clair, surtout quand tu disais à l'époque que tu te sentais, enfin, que tu trouvais pas forcément de gens autour de toi qui fonctionnaient comme toi, et que du coup, non seulement il n'y avait là, pas forcément de... ouais, ça s'est pas forcément arrangé, mais T'as toujours pas trouvé de 5 autour de toi? j'ai croisé des filles que je pense être 5 peut-être, mais on n'a pas lié vraiment d'amitié. C'est dommage. Enfin, moi, je suis pas contre. On verra si ça se fait, mais je suis ouverte à ça. Mais non, mes liens d'amitié sont plus avec des gens qui sont pas 5. Après, j'ai quand même trouvé des gens qui me ressemblent au-delà de l'eunéatype sur certaines Oui, choses. oui, bien sûr. Voilà. Ouais. Et tiens, j'ai failli zapper cette question, mais qui est quand même, que je trouve assez importante, enfin importante, intéressante. Je connais peu de 5 filles, de 5 nanas. Mm. Il me semble qu'il y a beaucoup plus de représentation de 5 hommes et de 2 femmes, par exemple. Enfin, il y a des surreprésentations comme ça par sexe. Est-ce que ça te fait quelque chose de particulier, toi, ou d'avoir une structure 5 et d'être incarné dans une personne de sexe féminin, ça fait quoi pour toi? Si tant est que ça Bah, te... oui, et puis en plus, si on s'intéresse au MBTI, il semblerait que je sois INTJ, et pareil, femme INTJ rare à Skip. Mais bah, en tout cas, oui, moi, je sais qu'il y a une part de moi où je me suis
souvent dit, j'aimerais bien trouver une femme qui fonctionne comme moi, peut-être à l'endroit de l'énéagramme, une femme de mon âge, idéalement, et une amie, quoi, qui me ressemblerait. Et il y a une part de moi qui aspire à ça, mais ça s'est pas fait pour l'instant. Et c'est pas si grave, j'ai des belles amitiés quand même, mais c'est vrai que je me sens parfois seule. J'ai souvent l'impression que mes problèmes, c'est pas exactement ceux des autres femmes et de mon âge. Alors certains, si, on a certaines thématiques communes, mais que sur un certain nombre d'endroits, bah, je suis seule et que ma vision du monde est un peu minoritaire aussi. Et j'ai parfois l'impression, et avec mes amis hommes, bah, comme ils ne sont pas femmes, ils ne vont pas me ressembler sur les points où ils sont moins concernés par certains problèmes ou certains trucs. Et puis en plus, en général, ils ne sont pas simples non plus. Mais donc, ouais, des fois, je me dis, voilà, il y a forcément des gens, ils doivent avoir plus de gens qui leur ressemblent. Ça doit être plus facile à trouver pour eux, donc ça a dû se faire. Et moi, j'ai pas ce truc-là d'avoir quelqu'un qui est vraiment proche, qui est à la fois de mon sexe et de mon énotype, et d'avoir cet échange-là avec une personne comme ça. Après, est-ce que c'est si grave, docteur? Je sais pas, mais Surtout mais c'est vrai 5, que j'ai pas de truc. 5 du même énéatype, et puis surtout qu'on a un intérêt, un attrait pour le type de domaine qui t'intéresse, avec un certain. Enfin, Voilà, après, j'ai quand même des amis qui s'intéressent à la psycho, tout ça, j'ai trouvé quand même. oui, bien sûr. Bien sûr, Ouais. forcément. Forcément, mais après, ça resserre les taux. C'est sûr que si tu disais que tu avais croisé déjà des cinq femmes, mais encore faut-il qu'elles s'intéressent aussi, enfin, que vous ayez des similitudes suffisamment pour entrer en Oui, relation. et puis c'est des 5 présumés, mais je les connais pas bien, donc je suis même pas sûre que ce soit des 5. Mais Oui, ouais. ok. Des 5 présumés. Voilà. Ouais, je comprends. Ouais. Oui, donc tu gardes ce truc un peu de solitude et t'as pas l'impression d'en voir beaucoup des comme toi, quoi. Bah oui, et c'est vrai que des fois je me dis j'aimerais avoir une amie qui me comprenne vraiment, et peut-être qu'il faudrait qu'elle soit 5 pour ça, mais bon, peut-être ça viendra. On sait. Yes. Ouais. Clara, moi j'arrive au bout de mes questions là. C'était fort intéressant. Je te remercie de t'être prêté au jeu et d'avoir partagé tout ça. J'ai envie de te laisser le mot de la fin si tant est que tu as un truc que tu veux poser. Eh bien, merci à toi pour vulgariser le néagramme, pour permettre aux gens de voir plusieurs êtres de chaque type, pour qu'ils aient aussi un aperçu de la diversité potentielle que ça peut créer, chaque néatype, parce qu'après tout, on ne s'y réduit pas. Mais donc merci pour ton travail qui sert à faire partager la connaissance. Comme je l'ai indiqué, j'apprécie cette démarche. Donc. Cool. Merci pour ton retour. Écoute, top. En tout cas, encore merci. Merci à toi, auditeur, d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as apprécié tout le classique du pouce, du partage, pour faire connaître Clara au monde entier. Non, sérieusement, si tu as apprécié, ou éventuellement mettre un commentaire. Si tu te reconnais, ou si tu as des éléments qui t'ont aidé dans cette interview, dans cette discussion. Et puis on se retrouve bientôt dans une prochaine discussion à cœur ouvert. À bientôt.